cette deuxième conférence, nous avons choisi d'aborder le thème de la maladie d'Alzheimer, diagnostiquer plus tôt pour prendre en charge plus tôt. Et nous avons deux professionnels aujourd'hui qui sont là pour co-animer cette conférence. Le docteur Caroline Coutel tout d'abord, qui est praticien hospitalier de médecine polyvalente gériatrique et qui exerce au sein du CHS Albert Bousquet au centre de gérontologie clinique dont elle est chef de service et qui est responsable de l'unité Alzheimer depuis 5 ans. Ensuite, co-animera également cette conférence Madame Marie Chevillard, qui est infirmière diplômée d'État en unité Alzheimer également au CHS Albert Bousquet et qui a une spécificité puisqu'elle est formatrice aux bases de validation selon la méthode de Naoui-Fell et praticien en validation. Donc elles vont vous présenter la maladie d'Alzheimer, ses symptômes, ses effets, comment est-ce qu'on le diagnostique et comment est-ce qu'on repère au plus tôt les effets de cette maladie. Donc moi je suis le docteur Coutel, pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille au CHS Albert Bousquet et donc je m'occupe plus particulièrement de l'unité Alzheimer. Nous avons une unité Alzheimer qui est une unité qui accueille des personnes donc atteintes de la maladie, mais sur des temps assez courts, c'est-à-dire qu'on accueille essentiellement des patients en état de crise. Et on les garde au domicile, enfin on les garde chez nous, j'appelle ça le domicile parce qu'en fait c'est un lieu de vie, On les garde avec nous tant que leur état n'est pas stabilisé et on essaye de trouver avec les familles une solution de sortie, si je puis dire, puisque l'hôpital n'est pas un lieu de vie. J'ai oublié mon pointeur. Donc je vous remercie d'être venus nombreux. Donc je vais vous parler de notre expérience commune, puisqu'en fait dans le service c'est toute une équipe qui travaille et quand on parle de maladie d'Alzheimer, on ne parle pas simplement d'un patient et de son médecin, mais d'abord tous les intervenants qui sont avec le patient, que ce soit le médecin traitant, les infirmiers à domicile, les auxiliaires de vie. Il faut savoir que c'est une maladie qui touche toute une famille. Quand quelqu'un est atteint, ce n'est pas seulement un patient, mais c'est vraiment toute une famille. Et dans la prise en charge, c'est également beaucoup d'intervenants qui doivent travailler en collaboration et de concert pour essayer de faire au mieux pour que le patient vive ces années qui sont quand même difficiles pour lui le mieux possible et qui sont aussi difficiles pour l'entourage. Donc je vais vous parler de notre expérience au centre de gérontologie clinique. Alors il faut savoir qu'au CGC, on ne fait pas que de l'accueil Alzheimer, on a différentes orientations et différentes unités. On a 4 orientations, donc là je déborde un petit peu l'Alzheimer, mais qui sont différentes. On a 4 unités, ce qu'on appelle les unités fonctionnelles hospitalières. Et donc, on a un soin de suite rééducation pour des patients qui ont fait une pathologie aiguë et qui ont besoin de rééducation avant de rentrer chez eux ou avant de trouver une solution qui soit la mieux adaptée pour eux. On a également une unité de soins de suite pour des soins plus lourds. Très souvent, ce sont des patients en fin de vie. On appelle ça du soin palliatif. Mais quand on dit soin palliatif, les gens pensent souvent aux pathologies cancéreuses, ce qui n'est pas le cas. On peut être en soins palliatifs à un moment donné de sa vie. Et donc, on les aide à passer cette période-là, qui est souvent assez courte, du mieux possible. Et donc, on a l'unité Alzheimer, dont je vais vous parler, et on a une 4e unité qui est ce qu'on appelle une unité mobile, c'est-à-dire qu'on se déplace. Alors, essentiellement, pour l'instant, c'est au CHT, pour aller voir des patients, très souvent ce qu'on appelle des sujets âgés fragiles, pour essayer que la prise en charge se fasse le plus tôt possible et le mieux possible. Et on aimerait développer cette unité vers de l'extra-hospitalier, c'est-à-dire aller au domicile, en particulier pour les patients Alzheimer, mais pas que, afin de pouvoir apporter sur place le plus vite possible à une situation de crise difficile une solution adaptée. Quand je suis arrivée sur le territoire, on disait la maladie d'Alzheimer, ça n'existe pas.
On me disait aussi, et j'entendais beaucoup, que la maladie d'Alzheimer épargnait les populations mélanésiennes et océaniennes, puisqu'on dit que la maladie d'Alzheimer est quand même une maladie des pays développés. Hein. Et on disait aussi donc que cette maladie d'Alzheimer ne frappait que les populations des pays développés. Alors en fait, la maladie d'Alzheimer n'existe pas en Nouvelle-Calédonie, ben, c'est faux. On a quand même réalisé l'an dernier, en 2011, 1751 consultations, donc toutes ne sont pas des consultations mémoire, puisqu'on voit aussi des patients âgés polypathologiques pour des problèmes de dépendance en fait. On a quand même beaucoup de suivi mémoire, donc on a quand même un gros pourcentage de notre consultation où on fait du suivi. Beaucoup de nouveaux cas chaque année, et cette année c'est encore en augmentation. Donc vous voyez quand même que dans un cas sur deux, ça débouche sur un suivi mémoire qui va être régulier. Et on propose aussi à un grand nombre de nos patients ce qu'on appelle les ateliers de stimulation, mais on va revenir après là-dessus. Et très probablement, je pense que les chiffres minimisent la réalité parce qu'il y a encore une partie de la population qui ne vient pas consulter, même si de plus en plus on touche toutes les ethnies qui viennent consulter. Je pense qu'il y a encore dans certaines ethnies des gens qui ne consultent pas parce qu'ils pensent que le trouble de la mémoire, ben, ça fait partie, c'est normal et ce n'est pas une pathologie. Donc les populations mélanésiennes et océaniennes, elles sont touchées au même titre que les autres. On a de plus en plus de consultants d'ethnie mélanésienne. On a mis en place une consultation avancée en province nord et on a vu quand même que ça confirmait cette tendance, même si les gens viennent plus consulter pour une évaluation gériatrique qu'on appelle standardisée, donc qui regroupe toutes les pathologies qu'ils peuvent avoir. On se rend compte qu'il y a quand même un gros pourcentage de troubles de mémoire chez eux aussi. Et après, les ethnies polynésiennes et asiatiques consultent peu, donc c'est un petit peu plus difficile à dire, mais je pense qu'il n'y a pas de raison qu'elles soient moins touchées. En tout cas, moi, je n'ai pas d'argument pour ça. Et donc, la maladie d'Alzheimer ne touche que les populations des pays industrialisés, ben, c'est faux. Et en fait, pour la maladie d'Alzheimer, vous avez un certain nombre de facteurs de risque. En particulier l'âge, qui est le premier facteur, mais vous avez aussi le diabète, l'hypertension, tous les facteurs de risque cardiovasculaire. Il faut savoir que l'hypertension multiplie le risque qui existe dans la population de développer une maladie d'Alzheimer, donc il multiplie ce risque par 4, donc ce n'est pas négligeable. Le diabète le multiplie par 2,5, et donc tous ces facteurs de risque, si vous les avez, bah, potentialisent le risque de troubles de mémoire. Donc comme il y a quand même dans la population, ici en Nouvelle-Calédonie, beaucoup d'hypertendus, beaucoup de diabétiques, je pense que dans les années à venir, on a quand même, nos hommes politiques ont quand même des soucis à se faire sur le nombre de patients qui éventuellement vont développer la maladie. Alors la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie qui touche le système nerveux central, qui est dégénérative, c'est-à-dire que ce tissu cérébral petit à petit va se détruire, si on peut dire, de manière irréversible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité à l'heure actuelle soit de bloquer de manière définitive la maladie, soit de revenir aux fonctions qu'on avait auparavant, avant le diagnostic. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait progressivement et de manière irréversible, inéluctable. Donc elle s'appelle maladie d'Alzheimer parce que c'est un médecin allemand qui l'a découverte au début du siècle, enfin du siècle dernier, qui s'appelait Alois Alzheimer. La première malade qui a été décrite, c'était en 1907, elle avait 51 ans, donc vous voyez, elle était assez jeune, et elle avait des signes de démence avec des hallucinations visuelles et une désorientation, c'est-à-dire qu'elle était perdue dans le temps et dans l'espace. Alors avec le recul, on se dit, est-ce qu'elle avait une maladie d'Alzheimer ou pas? Est-ce qu'elle n'avait pas une autre forme de démence? Parce qu'on a fait des progrès et c'est vrai que toutes les démences, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais bon, c'est celui qui est employé, ne sont pas des maladies d'Alzheimer.
Donc vous avez deux formes de la maladie d'Alzheimer. Vous avez ce qu'on appelle une forme familiale qui souvent arrive assez précocement. Ce sont des gens qui ont moins de 60 ans, qui a en partie une origine génétique, c'est-à-dire que dans ces familles on retrouve un gène, mais on peut porter le gène et ne jamais faire la maladie. Donc c'est qu'il y a un facteur extérieur qui va déclencher cette maladie, et ce facteur extérieur, on ne sait pas ce que c'est. Et puis vous avez ce qu'on appelle la forme sporadique, donc qui est celle qui est la plus répandue, celle qu'on voit au quotidien, 9 cas sur 10, dont le premier facteur de risque, c'est l'avancée en âge, puisque à partir de 85 ans à peu près, 80-85 ans, une personne sur 3 fait une maladie d'Alzheimer. Donc vous voyez qu'à l'échelle mondiale, c'est quand même la 3e cause d'invalidité chez les plus de 60 ans, donc ça n'est pas négligeable. Donc c'est un petit peu ce qu'on appelle, nous en termes médicaux, une pandémie, c'est-à-dire qu'il y en a partout, il y en a dans le monde entier, et que on a une durée de vie qui s'allonge, donc on a de plus en plus de risques de développer la maladie. Et les chiffres sont assez alarmants au niveau mondial. Donc vous voyez, chez les plus de 75 ans en France, 18% de la population quand même. Voilà. Donc 900 000 malades avec, on pense, 2 millions dans les années 2040. Alors les facteurs de risque, je reviens sur l'âge, en général plus de 65 ans. Pays développés et industrialisés, c'est ce qui se dit, mais pas que. Des antécédents familiaux, effectivement, peuvent faire craindre que chez les enfants, chez les neveux-nièces, la maladie se déclare. L'hypertension artérielle, toutes les maladies cardiovasculaires, l'hypercholestérolémie. Il y a une étude qui est actuellement faite à Lariboisière et dont on attend les résultats, et qui risque de faire classer la maladie d'Alzheimer comme une maladie en fait vasculaire. Même si on n'est pas hypertendu, même si on n'a pas de facteur de risque, il est probable, en tout cas, qu'il y ait un facteur vasculaire déclenchant dans la maladie. Mais ça n'est pas prouvé pour l'instant. Alors il y a d'autres facteurs de risque, les antécédents personnels de dépression, de traumatisme crânien, mais les traumatismes crâniens, on ne le savait pas que pour la maladie d'Alzheimer, il y a aussi le Parkinson et d'autres formes de démence. On a parlé d'exposition au mercure dentaire, sans que ce soit réellement vraiment affirmé. On a parlé aussi de l'aluminium. Un temps, on s'est posé la question, il y a un petit peu d'aluminium comme conservateur dans les vaccins grippaux. Alors les gens se sont alarmés, mais en fait, la quantité est tellement minime qu'il faudrait vraiment une grosse exposition à l'aluminium. Les régimes pauvres en acides gras polyinsaturés. Donc effectivement, ce qu'on appelle les oméga 3 seraient protecteurs, mais comme pour toutes les maladies cardiovasculaires. Il y a une étude qui avait été faite sur l'alcool qui serait un facteur protecteur. Alors, c'était controversé parce que je crois que les financements venaient de la région du Bordelais. Ce qui est certain, c'est que l'alcoolisme en grande quantité ou des ivresses répétées sont un facteur de risque de troubles mnésiques, ça c'est certain. Et la trisomie 21, on s'est aperçu, avant les trisomiques décédaient souvent très jeunes, bien souvent aux alentours de la trentaine, et en fait maintenant les trisomiques vivent beaucoup plus longtemps et on s'aperçoit en fait qu'ils font souvent une maladie d'Alzheimer assez précoce, aux alentours de 45-50 ans. Alors les premiers signes, là c'est assez typique, le monsieur cherche, il a mis ses poissons rouges dans le frigo. Donc, le premier signe, en fait, c'est un trouble de la mémoire. Alors, certains patients viennent consulter, certaines personnes viennent consulter parce que ça les gêne. Le plus souvent, c'est l'entourage qui amène une personne parce que l'entourage a constaté qu'il y avait des difficultés de mémorisation.
Il faut savoir que la plainte mnésique, on en a toute sa vie, c'est-à-dire qu'on oublie toute sa vie. Alors c'est vrai qu'un adolescent, on va dire, il est distrait, à 40 ans, on va être surmené, puis à 60 ans, on se pose la question est-ce que je démarrerai pas quelque chose? Il faut savoir que si on est déprimé, on oublie, que quand on est très anxieux, on oublie, que le surmenage vous fait moins bien mémoriser les choses, que tous les médicaments psychotropes, tout ce qu'on appelle les tranquillisants, aggravent les troubles de mémoire, que souvent c'est réversible à l'arrêt, que le cannabis en donne énormément, la consommation d'alcool aussi si elle est massive ou aiguë, et l'apnée du sommeil est également un facteur de risque de mémoire. Parfois, au début, la maladie d'Alzheimer se manifeste comme une dépression et on a de la difficulté à savoir est-ce que le patient oublie parce qu'il est dépressif ou est-ce qu'il oublie parce qu'il a une maladie d'Alzheimer et qu'il se rend compte de ses oublis et que ça le déprime. Donc c'est vrai qu'au départ, on peut très bien des fois initier un suivi par un traitement antidépresseur et une prise en charge avec la psychologue pour voir si ça améliore les choses. Et il y a quand même des cas où c'était vraiment la dépression qui était au cœur de la plainte mnésique, en sachant que si on a des antécédents de dépression, on est plus à risque de troubles de mémoire après, et donc peut-être c'est intéressant d'avoir un suivi. La perte d'indépendance fonctionnelle, c'est-à-dire ne plus savoir faire certaines choses à la maison, ça, c'est vraiment la première chose qui doit alerter. Petit à petit, on délègue les choses à l'entourage et parfois l'entourage ne s'en rend pas compte immédiatement. On délègue d'abord sa feuille d'impôt, les comptes, et puis petit à petit les courses, et puis finalement, c'est les autres qui font à votre place. Alors, souvent, on voit des personnes consultées qui disent la maladie a démarré au décès de mon père et maman a eu subitement des troubles de mémoire. En fait, pas du tout, la maladie devait évoluer, mais le conjoint suppléait aux oublis. D'ailleurs, très souvent, quand on interroge les couples, et c'est pour ça que la consultation se fait toujours avec deux personnes, c'est-à-dire la personne qui vient consulter et quelqu'un de l'entourage proche, on se rend compte que les troubles sont bien plus anciens que la date de la consultation. Alors après, à des formes plus avancées, ça peut être des chutes. Alors chute parce que la personne va oublier de manger, qu'elle va être plus amaigrie, qu'elle va perdre ses muscles, effectivement un amaigrissement parce qu'elle oublie sa gamelle dans le frigo. Des troubles du comportement aussi, il peut apparaître de l'agressivité en réaction justement à ces oublis ou au fait que l'entourage vous mette devant l'oubli que vous oubliez, si je puis dire, dont vous n'avez pas conscience. Donc à un stade beaucoup plus avancé, il y a ce qu'on appelle d'autres troubles cognitifs, donc l'altération du langage, on perd ses mots, on perd la faculté de faire des phrases. Les gestes, on ne sait plus faire les gestes, c'est ce qu'on appelle l'apraxie, la motricité d'abord fine, et puis la communication qui peut être mise à mal parce qu'effectivement on n'a plus notre outil de communication qui est le langage, mais Marie va vous le dire tout à l'heure, il en reste plein d'autres. Donc le diagnostic de cette maladie, alors on ne fait pas de dépistage de masse parce que ça n'aurait pas d'intérêt dans la mesure où il n'y a pas de traitement qui bloque de manière définitive la maladie, même si on la ralentit. On n'a pas, à l'heure actuelle, on ne peut pas revenir quand la maladie se déclare. Malheureusement, elle va évoluer. Par contre, savoir reconnaître le début d'une maladie d'Alzheimer, c'est important parce que, comme je le disais tout à l'heure, une maladie d'Alzheimer, ce n'est pas une seule personne, c'est toute une famille. Et donc, quand les patients sont suivis, ils sont souvent pris en charge de manière très très globale, ce qu'on appelle nous médico-psychosocial, et donc ça leur permet de rester quand même le plus longtemps possible à la maison, ou en tout cas dans un univers qui leur est bien adapté, ou en tout cas qu'ils aiment, ou ils ont envie de rester. Donc l'amnésie des faits récents, c'est l'oubli.
Alors d'abord ce qui s'est passé aujourd'hui, puis ce qui s'est passé hier, et puis les faits plus anciens. Ça fait un petit peu comme une tache d'huile, hein, et progressivement on oublie de plus en plus. Hein. Ce qu'on appelle, alors s'ajoute à cet oubli, ce trouble de mémoire, ce qu'on appelle le syndrome aphaso-apraxo-agnosique. Aphasie, donc c'est le trouble du langage, c'est le manque du mot en fait, on ne retrouve pas le mot, et ce sont des gens qui emploient souvent truc ou machin pour remplacer le mot qu'ils cherchent. Les troubles praxiques, c'est ne plus savoir faire, donc c'est les gestes complexes, utiliser sa machine à laver, son grille-pain. Bon, la télé maintenant, ou le magnétoscope, ou le lecteur DVD, des fois c'est compliqué, même si on n'a pas de trouble de mémoire. Mais disons que ce qu'on utilisait avant, ou ce qui ne demandait pas d'effort surhumain, si je puis dire, eh bien on n'arrive plus à le faire. Et puis l'agnosie, c'est le trouble de la reconnaissance. Donc d'abord, ça peut être des choses, des panneaux routiers, des visages d'abord lointains, hein, de gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, et puis petit à petit des visages des proches. Donc à ces signes-là s'ajoutent ce qu'on appelle des troubles des fonctions exécutives, c'est-à-dire qu'on a du mal à s'organiser dans une tâche complexe. Je parlais de la déclaration d'impôt, de revenus tout à l'heure, mais ça peut être d'autres tâches. Quand on dit tâche complexe, c'est-à-dire qu'on doit d'abord faire quelque chose pour ensuite faire une deuxième chose. Vous savez, c'est les tâches qui s'enchaînent.